Bonjour, vous écoutez Trop de questions, un podcast qui interroge des humoristes, des comédiens et tout un tas d'autres personnes qui m'intéressent. Juste avant de commencer, petit message pour vous inciter à me suivre sur mes réseaux, que ce soit Insta, Facebook, YouTube ou tout le reste. J'ai le même pseudo partout, c'est simple, c'est le petit Georgeux. Le petit comme ça s'écrit en français et Georgeux, Georgeuh. Merci à vous, bonne écoute. Premier podcast que j'ai fait avec Fanny Ruet, j'ai pas mis ça sonner de ouf. Ça n'arrêtait pas. Et j'étais en mode oh là là, non, c'est chaud. Voilà, donc, oui. Ok. Petite bonnette jaune et tout. Okay. Petite bonnette jaune et tout. Ça sonne bien, hein, mine de rien. Ils sont puissants, ces mics. Ouais, hein. Ouais, franchement, c'est des beaux matos. Parce que je suis un gestion de base, moi. Là. T'as gestion de base? Ouais, moi j'ai fait des tournages au cinéma et tout, genre. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je foutais à figurer pour Léopold? Ah, je sais pas, ça me faisait plaisir et puis, et puis ça m'a apporté énormément de choses, mine de rien. C'est vrai. Parce que faut qu'on dise aux gens. Attention, ça a commencé. Oui, ça a commencé. Ouais. Hein, j'ai bien cramé que ça avait commencé en douce, sans aucun décompte, rien du tout. Ça va commencer, les gens vont faire plaisir, on va être là. Ouais, donc. Non, en fait, ce qu'on peut dire aux gens, c'est qu'on s'est rencontrés au tournage d'une vidéo de Léopold, qui s'appelle Le Footballeur. Léopold, si tu nous entends. C'est là aussi où j'ai rencontré Théo Bavac. Mais ouais, okay, oui, c'est ça. Ouais. Et j'ai rencontré d'autres personnes comme Lou Howard, comme Clara Bott, comme Magali qui était là aussi. Magali, Clara, il y avait Omar, mon coloc, enfin anciennement coloc. Il y avait aussi Hakim Jimili, avec qui on a un peu discuté. Qui est passé 5 minutes, ouais, avec qui on a eu le temps de parler foot. Il y avait tout le monde. Il y avait Lou Howard, il y avait... Et il y avait deux figurantes qui n'avaient rien à voir avec le monde de la comédie. Moi qui figurais, et toi qui étais pas très loin de moi dans la salle. J'étais au milieu, je faisais de la merde à droite à gauche. Toi, je sais que t'étais un peu au fond à gauche. Tu t'es immédiatement présenté comme stand-upper. Je dis ah, comment ça se fait qu'on ne soit pas croisés il y a 2 ans de ça, enfin avant que tout ferme. Ouais, parce que t'as fait du stand-up avant. J'ai tenté 3 fois avant la crise et dont 2 fois où j'ai triché puisqu'il y avait tous les potes dans la salle, donc j'étais convaincu que j'étais bon du coup. Et en fait, j'ai fait une 3e fois sans les potes, et là j'ai compris que c'était différent. T'as compris la jungle dans laquelle tu t'étais lancé. Et c'est après qu'on en a reparlé ce jour-là, que je t'avais fait part de Stroma et tout, et que tu m'avais dit, que tu m'avais donné 2-3 astuces, notamment celle d'une de tes potes. Alors je sais plus laquelle c'est, il faudrait que tu me redises qui. Vas-y. Tu t'as dit, en fait, le but c'est de pas de raconter juste des blagues, c'est plus de raconter comment tu les vis, comment tu te sens. Il faut plus miser sur l'émotion que sur le contenu pur. Mais je crois que c'est Shirley qui nous avait dit ça au campus. Hein. Je pense que c'est Shirley. Ouais. Je crois que c'était une autre qui a dit c'est plus drôle d'amener sur la table comment, la manière dont tu as vécu la chose que tu racontes, comment tu te sentais, etc. pour qu'on pratique plus d'empathie que si tu es juste en train de dire eh ouais, et là il se passe ça. Ah oui, non, parce que j'ai dû citer Judy Carter dans Comedy Bible qui disait en fait on s'en fout de votre vie mais on s'intéresse à nos sentiments quoi. Genre c'est plus intéressant de parler des sentiments que de parler juste d'une anecdote parce que genre une anecdote marrante tu vas dire ah c'est marrant. C'est tout. Ouais, alors que si tu parles d'un truc, d'un sentiment que t'as ressenti, tu fais ah ouais, moi si j'étais à ta place, j'aurais peut-être pu ressentir cette chose-là aussi. Et du coup, pour créer de l'empathie, c'est plus en mode putain, mais j'étais pas bien à ce moment-là, tu vois. Ou que tu te remets dans l'énergie de l'instant T pour que les gens se sentent beaucoup plus. Putain, mais qui je suis pour te donner des conseils comme ça? Oh là là. Tu es quelqu'un qui a beaucoup plus de métier que moi en la matière. Ouais, mais au final, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu découvrir, attention, il prend un verre d'eau loin et il se rapproche. On est sur mon lit, hein, si vous voulez, ça va. On n'est pas allongé dans le lit. On n'est pas allongé, on est assis, mais je le reçois dans des conditions déplorables. Je voulais l'emmener dans un petit bar, mais c'est vrai que le brouhaha et tout. C'est moi qui ai refusé. Moi j'aurais kiffé le brouhaha, mais lui il aime pas ça. Moi ça m'apaise. Ah, je suis désolé. Tu veux, mais au pire, on fait une pause, on va au bar. Hein. Ça serait énorme. Non, même pas, on soulève la mixette et on continue, on entend dans l'ascenseur et tout. Et donc, ouais. Vas-y, reviens. Non, mais en fait, moi, je trouve pas que j'ai plus de métier que toi, du fait que toi, ça fait depuis plus longtemps que t'es dans la comédie. De manière générale. Parce que j'ai vu tes vidéos sur TikTok, j'ai vu des vidéos sur Insta. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est exactement la même chose? C'est plus ou moins la même chose que je rediffuse, ouais. J'ai vu que t'as commencé en novembre 2019, ta première vidéo. Ah, t'as vu. Bonne question. Ah bon, et c'est laquelle? La première vidéo que t'as postée sur TikTok, c'était celle où tu vas voir un chien et tu fais oh on glande et puis tu te barres.
Ah oui, d'accord. Ah, c'était une story, ça. Oui, où je dis, je vais voir un chien, je fais, et je le clash et puis je pars en courant et tout. Je me marre, en fait, je reviens et je considère la chose comme de plus en plus grave et je chiale et c'est ça. Bah, mine de rien, moi, tu sais, Putain. En fait, j'ai remarqué que de toute façon, toi, ton style de blague, il est très très loin des autres stand-uppers. Je trouve. Ah oui. J'ai pas envie de parler d'ovni parce que je trouve que c'est un peu un genre un terme éculé, mais genre, t'as vraiment genre ton identité qui est très propre, qui est très conceptuelle sur ce que tu fais sur scène. Et je me dis, ça doit venir quelque part. Parce qu'une personne qui vient et qui se lance dans stand-up, elle va pas forcément commencer par ça. Et tu me dis, t'as 3 scènes, je t'ai revu faire ta première scène, genre au Barbès ou au Plouf, je sais plus où. Tu arrives avec ce que tu m'as fait, j'ai fait, ah le bâtard, c'est trop bien, tu vois. Et je me dis, comment est-ce que. Genre. Je voulais en fait, à force. J'ai souvent essayé de faire des vannes qui me correspondaient pas, que des gens, on va dire, de la vanne. Sur scène ? Ouais, j'essayais de faire de l'anecdote, de la punchline avant, mais je réalisais que moi-même, ça m'animait pas de raconter ça, parce que moi-même, je m'en foutais de ce que je racontais, quoi. Et ce qui m'a toujours un peu fait marrer, c'était l'exercice pris à contre-pied. Et je sens que tu allais me demander quelles sont mes influences. Je sens que c'était la. Je peux parler de tes influences ? Moi, c'est plus en mode, comment est-ce que. Genre, t'as chopé ces compétences-là ? Ah, c'est quand j'ai chopé. Ah bah, c'est vraiment en regardant à force de chialer de rire devant des contenus qui me faisaient mais qui me faisaient dresser les poils de rire, hein, et qui je me dis mais c'est ça qui est marrant, c'est ça que je veux faire, sauf que parfois faut pas confondre faire et copier. J'ai souvent voulu faire un peu comme mon humoriste préféré, mais c'est un tel génie que tu peux pas copier un tel art. L'humoriste préféré qui est François Pérusse, qui est anciennement connu pour les 2 minutes du peuple, les sketchs audio. C'est quelque chose que je peux encore réécouter aujourd'hui, qui me fait chier. Je ne comprends pas qu'il soit pas plus légendaire dans la tête des gens aujourd'hui, vraiment. Bref, c'est du génie. C'est pas de la scène du tout, c'est des petits sketchs audio, mais je pense que les gens connaissent. Les 90 en tout cas. Et donc François Pérusse, que j'ai souvent voulu copier parce que c'est la seule personne au monde qui pourra me faire rire avec des jeux de mots et des calembours, et que c'est hyper compliqué de faire ça. Et c'est beaucoup d'humour de situation, c'est ça qui me fait énormément rire. Comme ça a pu me faire rire, l'humour de situation dans De Funès et compagnie, dans les films un peu à l'ancienne, le burlesque. Et pour ce qui est de la scène, il y a quelqu'un qui a su ramener ça à ce côté un peu burlesque et un peu barjot, qui m'a vraiment fait, pour le coup, rire aux larmes. C'est Monsieur Fraise, Marc Fraise, que je pense que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui dans le milieu maintenant, qui est réputé pour prendre l'exercice complètement avec à contre-pied et faire de ce qu'on appelle l'humour d'exaspération. Oui. Et de faire saturer le cerveau des gens tellement. Enfin, en fait, beaucoup de gens se mettent à rire nerveusement. Et du coup, c'est une nouvelle émotion que tu connaissais pas de toi. C'est pas juste ah bien vu. Non, c'est clairement il est en train de me rendre fou, mais ça me fait rire. Tous ces termes-là d'humour d'exaspération, tu parlais de burlesque, tu parlais aussi d'autres choses de mécanique, tout ça, genre, c'est des termes que t'emploies, mais que j'entends pas forcément dans la bouche d'autres stand-uppers quand ils viennent analyser leur travail. Genre, est-ce que t'as pris le temps d'étudier un peu genre ce que c'était l'humour, la comédie, tout ça, et genre si oui, comment tu l'as fait ? C'est vraiment à force de. Vraiment, c'est à force de faire, hein, c'est à force de se vautrer aussi, que comme je te disais, les 3 premiers passages, outre le fait que bon, cette fois-ci j'avais accepté de passer sans qu'il y ait des potes dans la salle, j'ai réalisé que en fait c'était pas ce que j'avais envie de faire, cet humour-là, faire de la punchline, c'était pas bon là-dedans. Ces termes-là, tu les as chopés d'où en fait ? Les termes. Comment tu t'es dit, ok, ça c'est burlesque, ça c'est l'exaspération, ça c'est situationnel. Je me les suis un peu créé tout seul, mais c'est ceux qu'emploie ceux qu'emploie tout le monde. Oui, Monsieur Fraise, pour le coup, c'est ce qui a été verbalisé après ces passages dans On demande qu'à en rire. On a dit ok, c'est génial, cet homme a créé quelque chose qui s'appelle l'humour d'exaspération. C'est Jean Benguigui qui disait ça. Alors c'est-à-dire qu'on est exaspéré, mais on rigole, on sait pas pourquoi. À l'époque. Il y a ça, c'est l'humour de culot qu'on peut dire aussi, le culotté mais d'arriver sur scène et de faire rire plus que n'importe qui alors qu'on n'a pas écrit une seule ligne. Mais que mine de rien, en vrai, c'est un comédien du feu de Dieu qui a écrit son jeu, je pense. Alors ça, je serais curieux de savoir comment il procède pour écrire. Et là, je fais cette mimique-là, là, je sais pas. Parce qu'il y a de la répartie en plus, c'est ça le pire. Et non, oui, c'est des termes que j'ai chopés à force de regarder des gens débriefer sur ce qu'ils venaient de voir. Et que ça me fait marrer aussi d'avoir l'avis d'autrui qui est sidéré de voir un contenu qui me fait mourir. En fait, déjà, il y a la personne en question qui me fait rire. Et après, je regarde la personne qui regarde ce qui me fait rire. Et c'est une espèce de double visionnage qui fait que là, par exemple, si toi je te montrais un sketch qui moi me fait hurler de rire et que je te vois devant, tu vas pas regarder le sketch, tu vas me regarder moi plus quoi.
Voilà, et que tu me dis, mais en fait, c'est barge ou c'est frappé, bah, je vais réutiliser cette expression plus tard. Je dis, il a raison, c'est comme ça que je les ai chopés, je pense, pour répondre à ta question. À force de montrer ça à des gens qui je force, je force souvent des gens à voir des vidéos, notamment en soirée. Je suis le genre de mec qui dit, attends, regarde celle-là aussi, et c'est chiant, et les gens disent, ouais, c'est sympa. Viens, tu me l'envoies demain, non. Et du coup, comment tu définirais tes blagues ou genre les blagues, enfin l'univers dans lequel t'as envie d'aller plus? Ah bah, grosso merdo de l'absurde, hein. Grosso merdo de l'humour fêlé. Fêlé. Bah, fêlé dans le sens où ouais, c'est beaucoup de schizophrénie, mais on va dire positif. Enfin, en mode, on m'a souvent demandé combien ils sont dans ta tête. Je dis, bon, je sais pas. mais en tout cas, c'est barge, ouais. Le barge me fait marrer. Et le fait pas seulement le fait de faire rire, mais le fait de laisser circonspect des gens. En fait, j'estime avoir fait mon taf à partir du moment où j'ai soit des rires, soit des sourcils froncés. Ok. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Les gens qui sont là, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un peu le cas hier soir d'ailleurs, quand je suis parti en impro pour la première fois. Ah, j'ai raté ça. Alors, vas-y. Attends, t'étais en régie. Ah oui, mince, oui, pardon. Oh là là. C'est vrai, alors, la soirée d'hier soir, parce que on se croise souvent, toi et moi, genre aux soirées de l'atelier Plouf, tous les jeudis soirs, qui est organisé par le collectif Plouf, dont il y a Hugo Pêcheur, qui est notre connaissance en commun. On va encore en faire la promo, mais c'est vrai que c'est le meilleur. Ouais, plateau, c'est un bon gars, c'est un bon gars. Ah non, lui, non. Mais non, oui, pardon, le plateau est excellent. Lui, je peux pas le blairer, mais son plateau, il est le restaurant est incroyable. Le restaurant est super bon. C'est assez beau. 6 rue Burke tous les jeudis. Vraiment fréquenté par un connard. Oui, voilà. C'est pas vrai. On l'aime. J'aime pas insulter les gens quand ils sont pas là. Il est trop gentil, Georges. Putain, de ouf. Moi aussi, on me le reproche souvent d'être gentil. D'être gentil? Ouais, souvent, on m'a dit, t'es pas assez méchant. Et sur scène ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours. On m'a déjà dit, Elliot, je comprends pas, il va falloir que tu t'endurcisses un peu. Je suis pas d'accord avec ça. Le monde est régi par des gros bâtards, et le problème c'est que t'es pas un gros bâtard. Je suis tellement pas d'accord. Ah ouais? Moi, tu sais, ça m'énerve les gens quand ils me disent t'es trop gentil. Je fais non, moi je suis gentil normal, c'est les autres qui ne le sont pas assez, tu vois. Ah oui, on est d'accord là-dessus, mais être gentil même dans le côté. C'est pour ça que je suis un piètre négociateur, c'est que je suis pas assez méchant pour demander une augmentation ou pour aller au clash. Ouais, non, c'est pas que de la gentillesse. Pour moi, c'est pas forcément de la méchanceté si tu vas négocier, c'est plus de la négligence de toi-même. Oui, aussi. Parce que moi, si tu me dis ok, t'es gentil, je vois que t'es gentil. Si tu me dis je suis un peu négligent avec moi, je suis d'accord avec toi quand même. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. C'est pas de la méchanceté de dire j'aimerais bien te payer un peu plus ou j'aimerais bien avoir ça, tu vois. Oui, mais c'est aller pas au clash direct, mais au conflit quelque part avec ton N+1 et lui dire. Déjà N+1, j'ai pas le terme. N+1? Ouais. Enfin, si, on m'a expliqué plusieurs fois. Ton boss, tout simplement. Pourquoi N? Parce que. Nuremberg, voilà. Qu'est-ce que j'en sais? J'ai tellement entendu N+1, c'est tout. Ouais, mais c'est. Pourquoi cette lettre-là en particulier? Ah, c'est pas genre l'entier? Genre quoi? Genre t'es un entier. Genre par exemple, toi, t'es le numéro 4 et c'est 4 plus 1, tu vois. Ah, numéro plus 1, ouais, si. Je sais pas. Je suis sûr que tous les gens qui J'ai quitté l'entreprise, le milieu d'entreprise avant qu'on me dise, qu'on se mette à me parler de N+1, etc. T'as fait quoi comme taf? J'ai toujours été intermittent, mais je veux dire. Ouais, pour moi, t'as toujours été comédien. Ton parcours, c'est de la comédie. T'as fait les concours? T'as fait quoi? J'ai fait l'Actors Factory. Je connais l'Actors Factory. Tu connais? Ouais. La Facto? Ouais. Bah, c'est un endroit. Je connais une copine avec qui j'étais en colo qui s'appelle Elisa Libri. Bah oui, je la connais, Elisa Libri. Mais non. Elle nous écoute, Elisa Libri, ou pas? Je sais pas, il faudrait lui envoyer. Putain, bisous, Elisa. Elle était dans la promo au-dessus de moi, oui. Elisa Libri, j'ai rencontré, elle avait 9 ans en colo. Ah oui? Ouais. Ah mais c'est énorme. Et t'es déjà venu les voir en cours ouvert ou pas le vendredi? Non, pas du tout. Ils organisent des cours ouverts. Enfin, ils organisaient parce que maintenant c'est compliqué vu que ça a entassé 50 personnes dans la salle. Vraiment comme un plouf. Hein. Et en fait, ils donnaient accès au public à des cours ouverts qui sont des cours où tout simplement ils vont pratiquer les exercices phares de la formation devant tout le monde. Ok. Notamment le voyage où les gens sont assis l'un devant l'autre. Ouais, si, je vois. Tu vois? Ouais. Et voilà, 2 chaises positionnées face à face, les 2 comédiens du coup s'assoient. Au début, ferment les yeux, prennent une grande inspiration, et quand la coach dit go, ils se regardent et au début, en fait, soit tu peux te marrer, soit tu peux rien dire, mais justement, si tu te marres, c'est super parce que cet exercice a pour but de manifester les émotions qui jaillissent en toi spontanément et de les assumer et de les exprimer. Par exemple, si je joue les yeux, je te vois, je rigole.
Je rigole, bah justement, faut aller à fond et que je te dise, bah tu me fais rire. Parce qu'après, tu balances une observation. Ok. C'est un peu proche de la méthode Meissner, non? Exactement. Yes, j'ai les termes, ça fait plaisir. Tout le monde dit ça, mais c'est ça, ouais. Et une fois que la première observation est lancée, les deux comédiens ne communiquent qu'avec ça. Genre, je te dis, tu me fais rire. Oui, j'ai répondu, je te fais rire. Et bah, je te fais rire. Je te fais rire. Ben, non, mais tu me fais rire. Et après, au bout d'un moment, tu peux changer la répétition, mais c'est pour dire, c'est ce qu'on fait en première année, notamment, pour oublier tout ce qui est texte, mettre ça de côté, tout ce qui est factuel, pour que vraiment l'important ce soit de déverrouiller tout ce qu'il y a là. Bon, je suis en train de lui toucher le bide pour qu'il comprenne de quel verrou je parle. Et là, je suis en train de déshabiller. Et ouais, voilà, vraiment ce qu'il y a au fond de toi. Et il y a des lions qui sont rentrés dans la pièce et qui tournent autour de nous. Et par contre, parfois, mais ça veut pas dire. Justement, c'est là que tu arrives à faire la distinction. Enfin, que eux, les coachs de la facto, arrivent à faire de la distinction entre vraie émotion de fausse émotion, dans la mesure où il se peut que tu te mettes à chialer, que ça paraisse juste et tout, mais en fait, ils vont savoir si c'est sincère ou pas. Et parfois ils dire non, t'avais pas envie de chialer du tout, t'avais juste envie de la rassurer, et là t'as juste voulu montrer tes muscles en fait, là, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que je dis ah ok. Ouais, c'est genre là t'as trop voulu faire l'exercice, du coup t'as feinté un truc. Voilà, t'as feinté un truc et c'était des fausses. Ils savent si c'est une vraie ou une fausse larme, c'est ça qui est fou. Et moi, et il faut tout un débrief où ils lisent en toi comme mieux que dans un livre ouvert. Et du coup, en fait, t'es juste là, t'encaisses, mais même t'apprends des choses sur toi, tu dis ah oui, c'est ça. Ah, je suis encore reparti dans ce travers-là où je me suis défendu. Ah ouais, ok. Moi, par exemple, on m'a souvent dit que c'était l'ironie et le sarcasme dans lequel je replongeais à chaque fois. Je disais, t'es chiant, on a compris que tu faisais des blagues, mais vas-y, on aimerait en apprendre. on aimerait voilà, voir le Elliot vulnérable, fragile, pas celui qui fait ouais, c'est ça, ouais, ta gueule. Hein. C'est vrai, moi j'ai compris un truc sur l'acting, c'est que genre l'acting c'est pas faire semblant, c'est ressentir une vraie émotion à un moment, tu vois. Et c'est d'aller chercher cette émotion-là. C'est pas que tu joues à faire une émotion ou genre tu essayes de reproduire une émotion que t'as vécue, c'est vraiment genre. Ok, genre là tu dois choper ce que t'as de triste en toi là maintenant et la ressortir. Et ça m'a mindfuck quand j'ai compris ça. Ah ouais. Ouais. C'était Ariane Shrek. Ah, la fameuse. Ouais, qui était. Tu la connais pas? Non. qui est du coup coach en acting et qui nous a fait quelques cours au Barbès, enfin au campus encore une fois. Et du coup, il nous avait fait faire le Meissner où on devait se regarder face à face, genre pendant un long moment et juste balancer une info, genre t'as une veste noire. T'as une veste noire, j'ai une veste noire, t'as une veste noire. Hein, voilà, et sauf que c'est pas le t'as une veste noire qui était le propos, c'était vraiment en mode l'émotion qui. Enfin, le vrai sous-texte qui découlait de t'as une veste noire en mode. C'est genre t'as une veste noire. Après, l'autre, il devait dire ok, t'es énervé. Tu vois, parce que visiblement, ça commençait à m'énerver le fait que t'aies une veste noire, tu vois. Mais c'est ça, mais ça, c'est tellement. Tu sais, le premier cours que j'ai eu, je me suis engueulé avec Ariane parce que j'étais en mode je ne comprends pas. Et elle m'a dit tu vas t'asseoir, tu regardes. Et j'ai fait non, tu m'expliques. Et c'est vraiment réparti haut dans le ton, tu vois. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait j'étais en face de je crois que Zach, que tu dois savoir. J'étais en face de Zach. Bisous Zach, ouais. Bisous Zach, j'espère que tu vas bien. La famille, ça va. Que t'as mes thunes, oui. et genre j'y arrivais pas. Et Zach il était en mode vas-y, essaye. Il y a un moment, genre elle me fait non, tu me regardes. Et tu sais, il pensait que j'étais mauvaise foi, mais vraiment c'est compliqué de ouf comme. Parce que toi tu comprenais pas ce qu'elle voulait de. Non, je comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Parce que toi, ouais. Et tu sais, elle était en mode. Tu t'arrivais pas à libérer. Tu sais, elle était en mode tu te fermes, tu fuis, tout ça. Je fais mais non, j'essaie de comprendre, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est ça, souvent qu'on te dit. Mais sauf que, bah. Il y en a qui étaient là, comment ça? Je suis, ah ouais, ok, c'est parti, bah ça c'était Injecta là, tu la balances sur lui maintenant. Et c'est souvent comme ça à la facto que ça se passe. Ouais. Ah mais bah attends, voilà, en fait, parfois t'étais en poussé à bout, tu comprends tellement pas. Mais que, quel que soit, c'est ça que j'ai appris dans l'acting, c'est quelle que soit l'énergie qui s'empare de toi, elle est forcément bénéfique. Enfin, il faut absolument s'en servir et non la subir. Par exemple, la plus connue, le stress. Ouais. Que ce soit sur scène ou quoi. En fait, elle me dit, on voit très bien que t'es stressé là, que t'es même pétrifié, que tu lèves la main, elle tremble. Parfait, utilise-le. Mais comment tu utilises ça? Et ben justement, en mode... c'est-à-dire que tu vas pas être stressé, faut pas que ça te fasse oublier ton texte, faut que ça te... Si c'est une scène de torture par exemple, et ben utilise ce stress pour te convaincre que t'es encore plus paniqué que ce que tu penses. Et j'ai envie de te dire, moi ça m'aide par exemple quand j'arrive sur scène, si je suis stressé parce que je suis un mec qui a pas de charisme, il fait salut, ça va? Ouais. En fait, forcément, si j'utilise ce stress, ça insère l'émotion. Mais parce que t'as conscience d'être la personne, genre t'as conscience que les gens te voient comme étant quelqu'un qui a pas de charisme. Ouais. Et du coup, c'est ça qui sert ton propos.
C'est un peu ça. Bah, et du coup, moi, c'est pour ça que le stress me sert beaucoup. Magali, pareil. Bisous Magali, qui fait son personnage un peu introverti. Et bah, évidemment qu'il faut qu'elle s'en serve de ce stress pour pouvoir. Bah, en fait, c'est un carburant pour ton personnage. Ah, mais imagine, t'arrives et genre, t'es à une scène et t'es à l'aise. Je sais pas Ouais. pourquoi t'es à l'aise ou t'es joyeux ou t'es particulièrement bien. Est-ce que ça va pas te dénoter avec genre l'image que tu renvoies? Parce que moi j'ai un peu ce problème là, tu vois. D'être trop à l'aise. Bah non, c'est que moi, on me voit, on me dit ouais, t'as l'air chill et tout, t'as l'air détendu, tu sais, on a envie d'être ton pote et tout ça. Et moi à côté de ça, c'est pas que j'aime pas discuter avec des gens que je connais pas, c'est que j'ai pas les codes sociaux, tu vois, genre j'ai pas tout ça, ça me met un peu mal à l'aise et du coup je suis plus stressé que ce que je renvoie, genre niveau de ma plastique, tu vois ce que je veux dire? Niveau de mon corps. Tu te trouves stressé, toi. Tu te trouves. Ouais, ouais, de ouf. Ah ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que ça dissonne sur mon jeu. Parce que moi, je stresse, je suis en panique. Soit, genre, je suis pas. En fait, c'est pas que je stresse, c'est que je suis pas confiant. Hmm. Tu vois, je peux être détendu, mais je suis pas en confiance de ce que je fais. Genre, je sais pas que je vais réussir. Pour moi, j'étais en mode, ouais, je vais me planter, mais c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas du stress, c'est la manque de confiance. C'est ça que t'as. Ouais. Donc c'est pas tant que t'es pétrifié en mode qu'est-ce qu'il y a. T'es pas dans une mentalité, c'est grave ce qui va se passer. T'es plus en mode bon bah. C'est le jeu quoi. Ouais, là, je vais me planter, si je c'est me pas vois, grave, tu vois. ouais, t'es plus en mode. Ouais, bon, tu pars avec un. J'ai pas de leçon à donner sur le défaitisme parce que moi, on me tape dessus tellement je le suis. Tellement. Tellement j'arrive, je dis, hey, c'est de la merde, c'est de la merde. Je sors, je fais, c'est de la merde, c'est de la merde. Il fait, genre, ta gueule! Ouais, ouais. Non, mais les gens sont même plus. C'est même plus qu'ils font des accolades en mode, mais non, t'étais super, quoi. Non, et ça, ta gueule, maintenant c'est chiant, c'est pas constructif ce que tu fais, t'es en train de te saboter juste pour un fun qui fait funner que toi d'ailleurs. Développe là-dessus. J'ai souvent. On me reproche souvent de m'auto-flageller, Ok, ouais. quel que soit le contexte, après une scène, après un jeu, après une. Je connais. Voilà. Sauf que ça commence à saouler les gens. Ouais, Et oui. il y en a qui ça te dessert de fou. Enfin, t'es plus en train de te perdre. Limite de perdre en niveau et de perdre. Oui, là, plus tu te sabotes, plus tu vas finir saboter pour de bon, quoi, en fait. Mais c'est quoi la solution à ce truc-là? Parce que moi je comprends les gens là, mais j'ai l'impression que on a tellement admis l'échec comme étant genre une part de notre parcours Mhm. qu'il fallait échouer pour réussir que finalement je me dis, oh bon j'ai échoué, c'est pas grave, tu vois. Et les gens me disaient arrête de dire que t'as échoué, c'est pas bien, tu vois. Et c'est un Ouais. peu ce truc-là, je me dis mais non, mais si, il faut que je me dise que j'ai échoué, il faut que j'admette ça comme étant un échec pour que je puisse en non, tirer des leçons il y pour a réussir. accepter d'avoir échoué et se dire je suis une merde, c'est différent. Moi, je sais plus, je me suis souvent dit putain, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Oui, non, pas accepter d'échouer, c'est normal, justement, et ça, c'est salvateur. Parce que c'est à force d'échecs qu'on construit une belle réussite. Ouais, Waouh, mais moi c'est je suis en beau. mode ah j'ai échoué, bah c'est trop bien, tu vois. Et du coup je Ouais. suis en mode bah en fait j'arrive pas confiant parce que je me dis pas je vais réussir. Du coup je me dis bah je vais échouer mais ça va me servir. Mais du coup je suis constamment dans l'échec et du coup je me dis bon bah je suis une merde pour l'instant mais je vais devenir fort. Mais les gens ils me disent arrête Georges t'es pas une merde. Et du coup ils me disent ouais tu te flagelles, ils me disent les mêmes trucs que toi, tu vois. Non, c'est juste que tu exacerbes un peu le côté j'ai échoué. Mais non, tu peux juste te contenter de dire ok, ce jour-là c'était pas dingue et j'ai hâte de ça. Et en fait, j'ai hâte d'y retourner pour travailler sur ce pas dingue que je viens de vivre. Mais alors pourquoi tu te dis pas ça? C'est ce que je me dis dans le fond, mais parfois c'était pour avoir besoin d'être rassuré, de me sentir moins seul. Et en fait, t'es tellement en milieu, t'as pas le droit à l'erreur, que voilà, t'as vite fait de remettre toute ta vie en question dès qu'une scène n'a pas marché, etc. Mais en fait, la vérité, quand tu prends du recul, c'est que c'est absolument, c'est les règles du jeu et pour tout le monde, quoi. Et est-ce qu'il y a un seul humoriste qui va contrer la théorie comme quoi il faut se viander pour y arriver? Non. Est-ce qu'il y a un seul humoriste qui dit ah non, moi ça a été des cartons pleins depuis le début, sans arrêt, même quand je jouais tout seul, le voisin riait, vraiment c'était. Est-ce qu'il y en a un seul qui dit ça? Évidemment que tout le monde raconte ses plus grands fiascos dont ils arrivent à rire aujourd'hui parce que c'est sur cette base-là qu'ils arrivent à travailler sur ce qui marchait pas et ce qui marchait. C'est ça en fait. C'est un peu comme une école, mais c'est comme l'acting, hein, comme le jeu. L'Actors Factory en soi, il y en a, je trouve qu'ils voulaient trop respecter les règles pour respecter les règles parce que la prof a dit vous pouvez faire cette technique de diaphragme, celle-là, cet étirement-là. Mais en fait, là où j'ai vraiment. Là où j'ai kiffé la formation, c'est quand je me suis dit ok, ils nous ont proposé plein d'ingrédients. Maintenant, je vais prendre ceux qui me servent à moi. Je vais pas m'étirer si je m'en fous que ça m'accorde pas ou que Ouais. et qu'il n'y a aucune différence. Par contre, je sais que si je me mets à chantonner au début, ça peut me débloquer le diaphragme, et plutôt que de parler avec la gorge. Enfin, c'est plein de techniques comme ça où quand tu as besoin de t'accorder dans l'impuissance, à savoir la tristesse et voilà,
la colère, la rage que tu veux, tu vas pas prendre des techniques d'un autre, c'est ridicule. Tu vas peut-être mettre la musique qui, toi, te fout vraiment dans une impuissance des plus totales, faire des pompes si tu sais que tu as besoin que ça va t'ouvrir le diaphragme. Il y a plein de techniques que tu chopes et qui, au final, tu fais ta petite tambouille et tu sais que c'est les ingrédients nécessaires pour pouvoir incarner tel personnage. Bah, c'est à force, t'apprends à te connaître. Bah, l'humour, c'est pareil. T'apprends à te connaître à force de passer et de te dire ah, bah, ça, je pensais que c'était drôle, mais en fait. C'est plus la manière dont je l'amène, mais peut-être qu'il y a autre chose que je pourrais raconter de plus intéressant et que je vais mêler telle intonation à telle vanne. Et à force d'essayer, tu finis par te dire, tu finis par être convaincu que ton truc marche, quoi. Et là, je parle pas par expérience, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Je pense à force de choper des techniques de jeu, et donc du coup, pour les choper, il n'y a pas d'autre solution que de passer. Et de passer... sale. Ouais. Pour te dire, ok, voilà ce qui s'est passé ce soir, voilà ce que je vais garder, voilà ce que je vais foutre à la poubelle. Est-ce que quand tu montes sur scène, tu dis là, je vais tester une technique ou genre ça vient un peu. Un peu, ouais, parce que je me dis parfois, vu que vous commencez à connaître mon texte par cœur, je me dis, j'ai peut-être essayé une autre façon d'amener la vanne que tout le monde connaît par cœur. Parfois c'est une erreur parce que la première version, elle est très bien, ça servait à rien de la surintellectualiser. Et mais moi c'est un enfer, hein. Moi je me pose des questions, je fais les 100 pas dans ma piole et par-dessus tout, c'est juste avant de passer. Je suis désolé pour la personne qui est juste avant moi, j'aimerais travailler là-dessus, mais je veux pas l'écouter parce que je suis en train de tout remettre en question. En fait, je vais dire ça. Et puis là, je dis, mais t'es sérieux là, t'as fait une journée que t'écris dessus et là t'es en train de trouver des nouvelles vannes alors que tu passes dans 10 secondes. Et parfois je fais ça. Mais c'est-à-dire que t'as quand même genre une certaine. Genre un certain lot de connaissances techniques pour te dire là, je vais tester ça sur ce coup. Genre, c'est les trucs que t'as appris en école d'acting. Oui, bon, non, quoique, plus stand-up. Hein. École d'acting, c'est plus. C'est-à-dire, comment t'isoles les techniques que tu veux réessayer? Genre, c'est. Comment tu te dis, ok, là j'ai vu ça et je veux faire ça? Bah, c'est plus un mode. Ah oui, là aussi à se relier, si tu sais que ça va t'amuser, n'hésite pas une seule seconde, fais-le. Et c'est comme ça qu'un jour, au Barbès, alors que j'étais censé commencer par direct mon texte, pas au Barbès, à l'appart de la Villette. Je crois que c'était mon 5e passage. J'étais pas passé de l'été. Moi, j'étais repassé qu'une fois quand Hugo Pêcheur m'avait mis des coups de pied au cul. On y revient. Voilà, à part de la Villette, ça va être à moi dans pas longtemps. Et je regarde un peu la salle. Et là, je me trouve à un nouveau début où j'ai envie de mettre mal à l'aise 2-3 personnes que je vois. Et en fait, les gens sont rentrés dans le délire. Et du coup, le fait de dire putain, mais c'est génial de pouvoir trouver des vannes jusqu'à la dernière minute qui du coup vont être plus spontanées puisque tu viens de les trouver. Ouais. Et ça c'est un truc dont je me prive pas maintenant. Je me dis à chaque fois que je vais repasser, si ça se trouve je trouve un truc au dernier instant, il faut pas hésiter à en jouer, quoi, parce que ça part d'une impro du coup, d'une impro, une trouvaille de dernière minute qui va rester, qui va être dans ton spectacle si jamais tu la refais à chaque fois et que ça marche à chaque fois. Et donc voilà, oui, ça c'est un petit ingrédient où je me dis la liberté, faut pas hésiter à foncer dedans parce que, enfin, surtout quand c'est un texte qui dépend que de toi, quoi. Après l'acting, t'es plus, faut être plus à cheval sur ce que veut le réal. Voilà, tu peux partir. Enfin, il y en a qui vont dire non, tu te régales, je m'en fous, je veux juste voir un mec vivant. Ok. Il y a d'autres qui veulent dire par contre non, c'est machin, virgule. Après, le truc c'est que genre nous on est dans la situation, on est nos propres réals finalement. Un peu. C'est genre. C'est la difficulté de capter de qu'est-ce que j'ai envie de là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire. C'est ouf parce que t'es en train de proposer un produit qui n'appartient qu'à toi, c'est quand même dingue, tu vois. T'es en train de proposer un truc, c'est juste toi. Je dis putain, je suis en train de solliciter 5 minutes ou un quart d'heure aux gens qui vont devoir écouter un truc que j'ai pondu moi. Je suis pas en train de leur proposer un Molière, un Racine ou un... Non, je suis en train de proposer, voilà, maintenant vous allez m'écouter moi pendant 15 minutes et c'est comme ça en fait, parce que c'est moi qui ai le micro. Et ça, ces posts-là, je trouve dingue parce que... T'as envie de dire quoi aux gens? T'as envie de... De manière générale, qu'est-ce que t'as envie de... Pourquoi est-ce que tu dis, ok, j'ai un micro, j'ai un truc à vous dire, c'est ça. Ce serait quoi? Là maintenant ou en général? Non, de manière générale, dans ton œuvre. Monsieur Elliot Doyle. Oui, bonsoir. Je me souviens d'un moment au tournage, on a chanté... on a chantonné la musique du Chanel Me sur Wii. J'avais énormément kiffé ce moment. J'étais en mode... Au tournage du quoi, de Léopold? Ouais, de Léopold. Tu sais, on a fait tout.
Et on avait fait ça pendant genre 2 minutes. Et ça m'avait régalé. On reparlera de ça après parce que j'ai eu un flash, désolé. C'est pas plus mal que tu m'aies interrompu parce que justement c'est tellement vaste comme question. Tu as envie de dire quoi aux gens C'était aussi pour laisser le temps de... Tes rêves, ne rêve pas ta vie. J'ai envie de leur dire... Ah si, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire Cessez d'attendre. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai fait exprès une digression pour que t'aies le temps de réfléchir parce que je te voyais galérer. Ouais, j'ai envie de dire genre Ah, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? J'ai peut-être envie de leur dire la chose qu'on m'a... le meilleur conseil que je puisse apporter, celui qui m'a le plus servi pour faire des... Bon, et je parle comme si j'avais 40 films derrière moi et 2 pièces et 3 JO. Mais un jour, un de mes meilleurs amis, Hugo Levaché, ami scénariste, j'étais pas dans une phase dingue et je dis ça va pas à ce niveau-là et un autre niveau qui était les vidéos. Il m'a dit bon alors les vidéos ta gueule est fait. Voilà. Il m'a dit un classique. Mais l'autre sujet aussi d'ailleurs ta gueule est fait. Et en fait c'est con mais ça a fait mouche ta gueule est fait dans mon esprit et parce qu'en fait on est trop à se plaindre, à se geindre, à trop remettre en question alors que parfois faire t'as pas le temps de te poser des questions, juste t'es en train de charbonner quoi, quel que soit ton projet de vie et je crois que c'est Magali m'a parlé de ça, j'ai jamais entendu sa phrase mais c'est Kian qui a dit le meilleur technique c'est de faire parce que pour éviter de se poser des questions et de te remettre en question il faut courir, il faut écrire, il faut faire ça en gros faut même pas se laisser respirer le cerveau pour que t'aies pas toutes les questions parasites qui viennent t'empêcher dans ton processus là en l'occurrence créatif. Et je crois qu'il a dit une phrase comme ça en mode il faut courir, il faut... Ouais. Et est-ce que tu as envie de dire au public au public de manière générale sur scène? Ouais. J'ai envie de leur dire petit cocktail et tout. J'ai la ref. J'ai envie, mais en vrai c'est ça serait c'est con mais ça résume assez bien. J'ai envie de leur dire qu'on va passer un moment étrange mais pas désagréable et j'ai envie de leur montrer que l'étrangeté est notre meilleur allié. Ouais, c'est un peu ça. Toi, tu t'es saboté toi-même en rigolant avant la fin de cette phrase. Un peu, ouais. Ouais, hein. Mais c'est super intéressant, en vrai. J'ai envie de leur... Oui, c'est pas... on pourrait comprendre, le ridicule ne tue pas. C'est pas ça. Je suis pas non plus en train de me foutre à poil, mais j'ai envie de réconcilier les gens avec le malaise, parce que c'est quelque chose que j'ai tellement fui, donc du coup, maintenant, j'ai envie d'être face à ça. C'est grave intéressant. Et que, voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Pourquoi les gens, ils fuient le malaise, en vrai? Moi j'ai toujours fui et justement là j'ai dit on va faire un truc malaisant à pleine balle pour que le malaise devienne plus ne donne plus envie de regarder nos pompes mais de rire, voilà. Moi je crois que en fait il y a plein de blagues que les gens font, pas forcément des humoristes mais plein de blagues que les gens font parce qu'ils se sentent mal à l'aise, tu vois, genre typiquement on avait vu ça en anthropologie, c'est je sais pas, genre tu vois une personne handicapée et genre pour camoufler le malaise que ça te fait te sentir de voir le handicap de la personne, tu vas faire une blague sur son handicap. Genre par exemple, genre moi quand je dis aux gens que je suis arabe, les gens ils vont me faire une blague sur le fait que je suis arabe, tu vois. T'es arabe toi? Ouais, je suis arabe. Okay. Je suis égyptien. D'accord, ok. Voilà. Je te voyais breton. C'est sans doute la couleur de mes cheveux qui fait ça. Je pensais que tu venais de Plouarnel, ok. Ouais. Dans le Morbihan. Mais tu sais qu'on m'appelle Georg en Bretagne. Ouais. C'est Georg de Plougastel. Eh oui, c'est moi. Ok. Pas très loin de Saint-Brieuc. Je suis choqué d'apprendre de telles choses ce soir. Non mais... Je peux comprendre. On va faire une petite pause. Mais t'as pas vu genre un drapeau de la Bretagne que j'ai tout le temps sur moi? Si, ouais. Tout le temps tu le secoues dans tous les sens, c'est chiant. Range-le ton drapeau breton là. Je ne peux pas, je ne suis pas breton si j'ai pas ce drapeau. Ouais, mais parfois ça n'a aucun rapport, tu vois, on est là. Mais justement, c'est pour prouver que ça n'a aucun rapport que je montre le fait que je sois breton. Oui, mais évidemment on a compris que tu l'étais. Non, mais du coup, que tu l'es pas. Non, justement, je te découvre. C'est comme si moi je te crois un drapeau de l'Égypte à tout va, tu vois. On me mais non, mais c'est ridicule. Alors que je suis né à Levallois. Non. Voilà, tu vois. T'es né à Levallois? Bah ouais, ça c'est l'histoire drôle de ma naissance. J'ai un père né à Londres. Enfin, je suis d'origine irlandaise, mais j'ai un père né à Londres, une mère née à Buenos Aires, et moi je suis né à Levallois. C'est stylé, hein. C'est trop stylé, à Anatole, France. Ouh. Ah ouais. Choc culturel. Bout de la ligne 3. Voilà. Allez,
C'était quoi la question que je t'ai posée? Pardon, waouh, on est parti loin. Le malaise, c'est ça? Oui, le malaise. Tu sais, il y a des gens, ils viennent casser ce malaise avec les blagues, tu vois. Mais j'étais en mode, mais non, mais au pire, ça te met malaise, prends 2 secondes pour digérer le malaise, et puis au final de gérer le malaise, ça sera moins malaise. Mais justement, moi j'ai envie de le pointer du doigt quand on est sur scène. Genre les gens font des vannes afin de fuir le malaise, mais ils le vivent à pleine balle quand ils ont pas le résultat qu'ils voulaient. Ouais. C'est pour ça que moi je suis plus en mode, non, on va affronter le résultat qu'on veut pas. On va faire comme s'il était déjà arrivé et on va l'affronter ensemble. Tout ce que tu dis a eu d'un coup énormément de sens. Ah ouais, putain, c'est la première fois en combien de minutes? Arrête de t'arrêter. Arrête. Ah, t'as vu, je recommence, t'as vu? Non, mais je peux Et comprendre. même toi, ça t'énerve. Ah bah tu sais quoi, je vais affronter le malaise de toi qui te sabote. Je vais juste te lancer un regard paternaliste un peu genre. Ouais. Si vous voyez le regard qu'il vient de jeter là. Que de l'amour dans mes yeux. Just aimer. I'm English. You know. Ouais, mais c'est vrai ça. malaise. Pourquoi on n'accepte pas forcément le bide ou genre on vit pas le bide? Parce que à chaque fois on essaye de mettre un petit mot en mode ouais ok j'ai bidé. Genre ah pardon, oh, ça la passe pas. Bah, ça fait jamais plaisir de rater son penalty quoi. Ouais. Ça fait jamais plaisir de la tirer à côté. Et parfois il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste que le gardien apparaît ta frappe, voilà. Mais qu'il y a d'autres moments où ça va être plein de lucarne. Mais oui, bah il y a forcément un petit malaise parce que t'étais censé, c'est plein de mini-produits qui se succèdent les uns aux autres, des petites vannes du coup, et qu'on soit un effet, qu'ils soient payantes, soit les gens en ont pour leur temps, parce que parfois il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi du temps. Soit c'est un paye dans l'eau, mais c'est à force de péter dans l'eau qu'on finit par se dire bon, on va mettre plus de savon. Voilà. Ah, c'est la meilleure chose que j'ai dit de tout le podcast. Ah j'hésite à mettre ça en miniature. Ah. Voilà pourquoi on a peur du malaise, parce qu'à force de faire des Mais du coup, ouais. pardon, vas-y, je t'ai interrompu. Attends, en plus c'est bien parce que ça répondait même pas à ta question. Parce que tu m'as dit pourquoi on a peur du malaise comme ça? Bah parce qu'à force de péter dans l'eau, faut mettre du savon. Et je sais quoi, j'ai tellement envie de laisser cette réponse. Je peux faire limite ça que toutes les conneries que je t'ai dit. Ah, pas de sabotage. Pardon. Voilà. Tu vois, quand on dit schizophrénie, on y est là. Mais attends, du coup. Je vais me mettre à me frapper dans pas longtemps. Mais du coup, provoquer le malaise sur scène, c'est genre volontairement tirer à côté du but et dire non mais c'est ça l'œuvre. Et oui, bah ça arrive de la foutre à côté, mais là c'est la foot à côté volontairement. CR7 ils s'entraînent tous les jours pour pas la mettre à côté. Pardon CR7 ouais, okay. ils s'entraînent tous les jours pendant 2 heures pour pas les foutre à côté ces pénaux. Ouais, mais du coup moi, imagine j'arrive et je dis ouais je veux provoquer le malaise pour que les gens ils dealent avec, c'est-à-dire que je vais arriver, volontairement tirer à côté et dire voilà c'est l'œuvre. C'est ça. Moi c'est ce que je cherche à faire en tout cas. Moi je tire à côté. Moi je tire limite dans les tribunes mais volontairement. Ah, c'est une nouvelle discipline, c'est shooter les gens quoi. Voilà, et je dis mais sauf qu'après je dis alors il y a but ou pas, et enfin voilà, c'est un peu comme ça que je prends l'exercice. Voilà. Et t'as pas peur sidérer, voilà, pardon, c'est ça, j'adore sidérer les gens, voilà, c'est ça. Mais du coup t'as pas peur que à force la nouvelle discipline devienne la nouvelle norme? C'est-à-dire que moi si je vois que tous les gens qui tirent au foot ils cherchent plus à viser les cases mais ils cherchent à viser genre les gens dans le gradin, et bah que le sport ce soit juste celui qui tire dans le gradin et il a marqué un but. Ah, tu penses que ça va devenir ça va être limite se démocratiser de faire de l'humour de malaise? Ouais, ça, c'est-à-dire que moi je te vois genre le côté de ouais, ça ressemble à rien du tout parce que justement tu flirtes avec ce côté malaise où tu vas justement viser à côté. Mais je me dis, tu vois, si tout le monde finit par faire ça, la mécanique elle s'essouffle et ça a plus rien d'exceptionnel de faire ça. Mais t'as absolument le droit de tirer dans les tribunes, mais il y a un accompagnement après, c'est-à-dire que tu peux faire l'humour que tu veux, même si quelqu'un fait déjà ça. Mais par contre, si après ta célébration c'est la même, oui, là pour le coup, la personne à qui dont tu t'inspires n'a même pas besoin d'agir, puisque les gens vont le savoir que ça a déjà été vu quelque part. Tu vois ce que je veux dire? En gros, je veux te dire que si moi par exemple qui suis fan de Marc Fraise, si j'arrivais et que je disais absolument rien pendant 10 minutes, ce qui m'aurait terminé de rire, j'aurais adoré faire ça comme idée, mais si je le fais très bien, mais les gens vont dire ça existe déjà du coup. Ouais. Donc c'est en ça que j'ai pas trop peur du fait qu'on puisse se voler des idées les uns les autres, parce que non, c'est pas tellement voler l'idée, c'est-à-dire que moi si je trouve un moyen de provoquer un malaise à ma manière, tu vois, genre par exemple ça m'est déjà arrivé de voir des comédiens qui je sais pas, soit se mettaient commençaient à se déshabiller ou qui montraient genre des parties qui étaient pas forcément esthétiques de leur corps, ou qui commençaient à jouer sur, je sais pas, tu sais, manger la bouche pleine, genre de choses, tu vois, créer un malaise volontairement comme ça. Je me dis si on est de plus en plus à vouloir faire ça, est-ce que ça va pas ruiner le côté malaise, et est-ce qu'on va pas se dire non mais du coup l'humour c'est ça,
Je pense pas, je pense pas que ça va remplacer. Je sais que ça existe, l'humour de malaise, et qu'il y en a qui en jouent, qui grossissent les traits, comme tu dis, mais. Enfin, comme tu dis, comme je dis. J'aime bien le mec qui t'invente des phrases. Et pour le coup, je pense pas que ça prendra le dessus sur l'humour. C'est quand même un peu trop particulier pour que En plus, c'est pas un humour qui parle à tout le monde, quoi. De faire de l'humour de malaise, ça peut vite saouler les gens. Et il y en a qui vont le faire pour les mauvaises raisons, parce qu'il y en a qui vont essayer de se dénoter juste pour se dénoter, juste pour se démarquer. Et tu vois, tu vas pas te mettre à faire quelqu'un d'introverti alors que si ça te parle pas du tout et que t'as envie de grave aller tchatcher les gens, tu vois. Ouais. Tu vas pas te mettre à aller à l'opposé du personnage que t'as envie de mettre. C'est que... Moi, je parle jamais de cul dans les spectacles, par exemple. Il y en a qui adorent faire ça, mais je vais pas me mettre à en parler parce que ça marche, tu vois. Ouais, je vois. Parce que ça serait à l'opposé de ce que j'ai envie de faire. Et s'il y en a qui font ça, je pense qu'en effet, ils font fausse route, très clairement. Il y en a qui font ça, c'est comme à l'époque de YouTube, où il y en a qui connaissaient rien, enfin, qui faisaient du podcast, mais ça juste pour pouvoir suivre une tendance et prendre la vague d'un phénomène qui cartonne, mais en vrai, il y en a plein qui se sont mis à faire des contenus juste pour les faire, et c'est pour ça que justement ça marchait pas. J'en ai vu, parfois j'étais tellement à fond dedans que je regardais les chaînes qui décollaient jamais. C'était des gars qui copiaient un tel ou un tel et qui faisaient le même humour justement, mais vu qu'on voyait que c'était pas d'eux, que organiquement ça vous voyait que c'était du fake, et on savait que parfois il y en a qui faisaient de l'humour forcé presque. Ah mais tu vois, genre pour moi les gens qui font du podcast sur YouTube, comme on faisait genre Hugo tout seul, comme faisait Mister V à l'époque, aujourd'hui t'en vois plus du tout. Parce que justement ça a été tellement genre fait, refait, sans comprendre les mécaniques, tout ça, que au final le genre YouTube a été assimilé au podcast, qui est en fait pas tellement du podcast mais qui est genre du stand-up en vidéo finalement. Parce que t'avais beaucoup des gens qui venaient, qui avaient une adresse directe envers le public, qui avaient des act-out et tout ça, sans le côté podcast. Nous ce qu'on fait c'est un podcast parce que c'est une sorte d'émission type radio, mais c'était pas forcément le bon mot à associer. Mais genre quand on pense à YouTube on pensait Cyprien Hugo, tu vois. Et on pensait pas forcément à tout ce que pouvait offrir la plateforme de YouTube. Et aujourd'hui, quand on pense YouTube, on pense plus du tout à ça parce qu'il n'y a plus personne qui le fait, ça, il me semble. C'est-à-dire que c'est un phénomène éphémère par excellence qui a carte. Enfin, si, les grands YouTube France font toujours ça. MrBeast vient de sortir sa vidéo 3 sur la police. Oui, genre j'ai eu plein de contre-exemples en temps, mais genre Hugo, il fait du stand-up aujourd'hui. Alors, oui, après, il y en a qui ont fait le choix de. Je pense que Hugo, je sais pas pourquoi, j'en ai pas. On l'a croisé 2-3 fois au Paname, on lui a jamais posé la question, mais je pense qu'il s'est dit. Il s'est tout simplement dit qu'il avait fait le tour quelque part, mais il en faisait de moins en moins de base. Sauf que YouTube battait toujours son plein, donc les gens comprenaient pas pourquoi il était aussi absent. Je me souviens même qu'il avait fait une vidéo sur le fait qu'il avait 6 mois d'absence, là. Et sauf qu'après, il faisait que des vannes là-dessus, et après, en fait, il a carrément disparu des rayons. Ouais, mais des radars. Jérôme Niel, pareil. Aujourd'hui, Jérôme Niel, il y a un spectacle européen. Ouais, il fait que des vidéos maintenant. Mais alors, ça, c'est. La YouTubisation est devenue obsolète. Je crois que tous auto-questions, ils préfèrent carrément faire des contenus beaucoup plus courts qui leur prennent moins de tête. YouTube, à chaque fois que tu sors une vidéo, t'as l'impression de monter une entreprise, faut faire gaffe au carton machin, l'abonnement, faut tourner ça bien, tac, pour un résultat qui est de moins en moins mis en avant. Alors que maintenant, sur les nouvelles plateformes qu'on connaît tous, il y a moyen de bien moins se casser la tête pour que le taux, le rapport qualité-marade soit équivalent, quoi. Parce que là, en fait, il y en a j'en ai connu des youtubeurs qu'on lâchait, qui sont maintenant streamers ou quoi, qui se cassaient beaucoup trop la tête pour ce que ça donnait aujourd'hui en termes de résultats. Après, c'est pas dire qu'il faut faire ça pour les vues, mais eux, c'était presque leur gagne-pain à l'époque, où c'est tout ce qu'ils avaient, quoi, les vidéos. Le Elliot, dans 10 ans, il fait quoi comme van, tu penses? Ah, toujours, j'évoluerai avec ce qui me fait marrer, toujours, mais je pense que même je fais ça le même humour sans l'introduire. J'ai envie que ça soit vraiment. J'ai plus du tout envie de m'excuser de faire de l'humour un peu bizarre. Parce que tu t'excuses là maintenant? Enfin, J'ai introduit un peu, ouais, je suis un peu dans la. Je mets un peu de la vaseline partout quand je fais des vannes. Je dis, ouais, t'imagines le mec vraiment. Enfin, j'essaie toujours de justifier ça et là. Le fait que ça va bien se passer, que c'est bizarre mais c'est voulu. Maintenant, plus tard, idéalement, c'est juste j'arrive et je fais un grand fuck à toutes les explications nécessaires. Parce que parfois c'est chiant de devoir expliquer pourquoi une vanne est machin. En fait, le jour où je serai en roue libre total, c'est le jour où j'arrêterai
de vouloir tout amener progressivement, quoi. Mais je suis un peu d'accord avec toi, genre sur ce truc-là, mais moi genre les conseils que les gens m'ont donné, c'était à la fois lâche-toi et fuck les explications, parce que on m'a beaucoup dit au campus et même ailleurs quand je traîne avec des potes et juste je les fais marrer, ils me disent ouais mais ça c'est le vrai Georges, parce que le Georges il s'en bat les couilles, il a des réactions à vif et tout. Je dis ouais mais les gens ils me connaissent pas, ils savent pas mon mode d'emploi, vous ça marche sur vous parce que vous me connaissez. Et du coup les autres conseils d'autres personnes m'ont dit c'est ouais prends le temps de prendre les gens par la main. On m'a beaucoup ramené à Yacine Bellous qui pendant un moment disait ok moi mes blagues c'est comme un peu comme tu tires sur un joint. Si t'acceptes pas le fait d'être défoncé, tu vas faire un bad trip. Voilà, c'est pareil, genre lâche l'affaire, tu vas voir, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Et c'est le côté où il faut toujours me présenter, tu sais, c'est un peu sa carte de visite en mode ouais, voilà, je suis cette personne-là. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de neuroatypisme et que j'écris un peu sur le fait que je suis en train de me faire diag Asperger et les autres trucs du trouble du spectre autistique. C'est pour dire, bah voilà, en fait, moi j'ai ça, ce qui fait que je vais pas interagir avec vous comme genre d'autres personnes pourraient interagir avec vous. C'est comme ça, vous me comprenez, moi je vous comprends un peu, allez on y va vers la folie. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai envie de me débarrasser de ce truc là parce que enfin, quand t'as des passages de 3 minutes et que t'as 2 minutes d'explication pour une vanne à la fin, bah c'est juste long pour tout le monde, tu vois. Donc c'est là qu'il faut vraiment plus du tout s'excuser d'être présent sur scène, quoi. Et que... Mais pour moi c'est pas tellement une excuse, c'est juste que les gens ils comprennent pas, tu vois. Ah oui, aussi, bah... Ouais, mais d'un autre côté, mais toi, d'un point de vue du point de vue du public qui va complètement être dans la consommation et qui va juste prendre ce qu'on lui sert. Tu préférerais voir quelqu'un imiter un klaxon de voiture comme ça. Tu préférerais lui dire alors je sais bien le faire, vous êtes prêts? C'est bien le faire. Ou que le mec arrive et la musique se coupe et directement, par exemple, tu vois. Et là on se dit qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça que j'aime bien, c'est les gens se disent attends quoi. Tu fais vraiment bien. Ouais. Ah c'est du boulot. Moi je fais. Hein? Moi je fais. Ça c'est un vélo ça. Ouais bah excuse-moi j'ai pas. Non en fait oui, un coup tu souffles, un coup t'aspires. Ouais mais toi c'est le truc pressoir, oui. Oui bah oui voilà. Donc voilà, tu vois cette personne qui va arriver, qui va directement sans dire vous savez je le fais super bien, bah lui je vais dire ok lui il m'a eu déjà. Et c'est ça l'humour qu'on devrait tous avoir, c'est arriver à poser nos couilles et assumer ce qu'on a envie de raconter, quoi, sans vouloir passer de la pommade à qui que ce soit. Les gens sont pas là pour ça, hein. Ils savent qui peuvent être. Comment t'as fini par assumer tout ça? Ils veulent se marrer. Ah non justement j'y vais progressivement, mais j'ai fini par assumer pour un simple... quand j'ai fini par assumer quand je savais que ça me faisait vraiment marrer et pas quand j'avais un doute et que ça faisait vraiment rire les potes. Enfin, je m'étais un peu convaincu les 2 premières fois que c'était drôle alors qu'en vrai j'avais un énorme doute, quoi. Et j'étais trop dans cet humour bon bah celle-là elle passe ou elle casse, et je veux plus que ce soit ça, je veux être en fait je veux me dire ça ouais. c'est pas que ça passe ou ça casse, c'est que ça me fait marrer moi quoi qu'il arrive, donc je m'en branle. Mais c'est une mentalité un peu égoïste mais qu'il faut avoir, je pense, parce que si tu l'as pas, tu vas toujours t'excuser, tu vas être en demi-teinte, alors que le stand-up, même tout l'art qui marche le mieux, c'est l'art de pas s'excuser, tu vois. Alors, quel que soit le registre que tu veux adopter, il faut y aller à fond, et pour y aller à fond, faut être convaincu que ça fonctionne. Enfin, faut être que ça fonctionne pour toi. Et moi, ça me parle de penser comme ça, puisque j'ai souvent, à l'époque, je voulais faire des vidéos, je me suis dit, j'ai trop voulu penser à ce qui marchait, en vrai. Et c'est le jour où j'ai arrêté de vouloir penser à ça, enfin, quand je voulais faire des trucs qui marchent, c'était sympa, quoi, au final. Mais ouais, oui, putain, ok, je capte. Mais j'étais pas en train de vibrer en faisant les trucs, quoi, tu vois. Là, parfois, quand j'ai des idées de musique et tout, et qu'on se lance, et que c'est spontané, que ça vient, que ça nous fait kiffer, bah là, je suis en train de vibrer un peu plus, me dire, ok. Tu te laisses influencer par les gens qui disent non, mais ça c'est marrant, tu devrais faire plus ça? Ouais, parce que parfois, c'est de bons conseils. Ok. Mais j'en ai énormément d'ailleurs, des gens qui me disent, faut faire plus ça, parce que c'est rarement non, tu devrais parler du métro ou tu devrais parler des meufs, tu vois. Non. Ça, oui, ça, je le balayerais d'un grand coup de. Quand je vois qu'il n'y a aucune. Que quelqu'un me dit ça par rapport à ses goûts perso, j'arrive à assimiler. Par contre, quand c'est quelqu'un qui dit ça parce qu'il connaît un peu mon background, oui, je le prends 1000 fois. Ok. Et parfois, je peux le prendre, mais mal comment dire, l'assimiler. Donc du coup, c'est peut-être un beau conseil, mais il y a quand même du travail pour qu'il soit... Pour que je fasse vraiment ce dont la personne voulait que ouais. Celui-là était magnifique.
Est-ce que mettez dans les commentaires si vous avez eu les sourcils froncés pendant ce podcast hein, Si vous êtes sur Spotify voilà. ou Google Podcast ou un autre truc, allez sur YouTube, ça fait une vue sur YouTube, mettez un commentaire, écrivez-nous des DMP. Même moi je mettrai un commentaire, j'ai les sourcils froncés quand je t'écoute. Et non, parfois les gens sont de très bons conseils, mais c'est compliqué de les appliquer parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et parfois, oui, j'ai mis plein de fois des vannes. Les vannes qui amusent même le plus le public, parfois c'est celles de mes potes, hein, ce qui m'ont donné un conseil par-dessus une vanne qui existait déjà et qui ont su grossir le trait ou la rendre encore plus barge. Et il y a pas des moments où tu deals avec le fait que les gens ils te disent ah tu devrais faire plus ça et que toi t'es en mode ah je suis pas sûr que ça me plaise. Ah bah ça c'est à force de... Oui, je sais... Là je reçois des contraires, des contraires, je reçois des avis qui disent tout et leur contraire. Ouais, ça, j'ai du mal à dealer avec ça moi. J'ai une séquence où les gens me disent non ça c'est parfait le timing, faut pas que ça dure plus longtemps, d'autres qui me disent mais non, ça tu peux faire pendant 10 minutes ce truc là. Et c'est là que je dis bon bah là je m'écoute moi pour le coup. En effet je sais que j'ai un peu fait le tour de cette vanne, ça sert à rien de les laguer, mais moi là c'est ce moment où en fait si t'as un doute tu sais forcément... là débranche ton cerveau 2 secondes et tu sais forcément de quel côté tu penches plus quoi. En mode 10, 3 minutes, ok, tac, celle-là j'y tiens pas. Au fond de toi tu sais t'as la réponse. Je peux recevoir des avis qui vont te rendre chef parce qu'ils sont souvent opposés en fonction des goûts des gens. C'est là que ça doit intervenir et de te dire vas-y lequel j'ai envie d'écouter quand même, lequel correspond, lequel a le plus compris mon délire. Et après, il y a des avis qui ne sont pas, qui sont juste des petits ingrédients en plus que t'apportes tes potes et parfois, et moi en fait, je les tente à chaque fois, à partir du moment où je suis d'accord, évidemment. Ouais. Parfois c'était une bonne idée, parfois une moins bonne, et voilà, on est encore dans cette phase de test, quoi. Est-ce que t'as pas mal de followers sur Insta et sur TikTok? Oui. Ah bon. Est-ce qu'ils sont au courant que tu fais du stand-up? Assez peu. Parce que j'ai pas envie d'en faire une vitrine à ça. En fait, je pense que c'est 2 terrains différents. Et que. Enfin, si, ils le savent, je mets des stories et tout parfois. Mais. Il y a des stories sur TikTok? Hein? Il y a des stories sur TikTok? Je mets sur Instagram. Ok. Non, sur TikTok, personne ne sait que je fais ça, par exemple. Ok. Bah, c'est vraiment quelque chose sur lequel je communique si on a trouvé quelque chose de marrant à filmer un soir. Ouais. Un peu inédit, sans que ce soit le texte, parce que ça, pour le coup, oui, non, je mettrai jamais d'extrait, sinon ça sert à rien de venir le voir, quoi. Ouais. Mais comme tous les humoristes. Et je communique vite fait dessus. En fait, j'en fais pas une vitrine. Je me sers pas de mes comptes comme vitrine à stand-up, quoi, en mode venez me voir là, venez me voir là, venez me voir là. Parce que je pense que les gens attendent plus des blagues et du coup c'est ce que je leur sers sur internet. C'est vrai que je n'ai pas mis un contenu sérieux depuis... Ouais, après ça... un contenu sérieux ça peut être un contenu, une affiche quoi, de spectacle. Ouais, mais c'est plus... je sais pas, je me dis... parce que moi je me lançais dans des vidéos un peu... tu sais la vidéo des cartes Pokémon qui est sortie il y a quelques jours quand on enregistre. C'est juste une prémisse à plein d'autres idées de concepts que j'ai. Et tu sais, je me dis, les réseaux, ça va me permettre de gagner un peu en notoriété. Et du coup, quand je vais remplir et tout, bah, mon nom, il aura un peu de prestige. Et du coup, je vais valoir une masse de personnes qui fait que les gens vont m'inviter parce qu'ils savent qu'il y a tant de gens qui vont venir et tout ça. Et du coup, ça va me permettre d'exploser un peu. Enfin, pas d'exploser, tu vois, mais genre de dire, ok, on a un intérêt à faire venir Georges parce qu'il va ramener des gens et ça va être cool. Tu veux dire de la vidéo vers le stand-up ou l'inverse, justement que La vidéo vers le stand-up. Ok. Parce que tu vois, genre le stand-up, je touche que pour l'instant les Parisiens et les quelques dates que je fais en dehors de Paris. La vidéo, je peux toucher des gens. Je sais que mon podcast, il y a 2 personnes qui l'ont écouté une fois en Arabie Saoudite. Ok. Tu vois, la vidéo, ça peut être pareil, tu vois. Et je me dis, bon, bah, je vais toujours toucher au moins toute la francophonie grâce à ça. Et du coup, le nom Georges, il va falloir quelque chose ailleurs que Paris, quoi. Bah, moi, c'est plus step by step. Pour moi, c'est un travail complémentaire plus qu'autre chose. J'ai commencé avec vraiment les blagues sur internet et après, je dis, bah, c'est bien beau, mais il faut les assumer. Enfin, c'est très cool, mais il faut les assumer sur scène parce que c'est un taf tellement. Comment dire, c'est tellement c'est dingue d'avoir la réaction en direct live, quoi, même si les personnes sont 4. Est-ce que t'as voulu faire d'abord de la scène puis des vidéos? Ouais, en vrai la scène ça m'a toujours intrigué, mais les vidéos ont pris beaucoup d'importance. Pour moi c'est vraiment c'est 2 travaux qui sont complémentaires parce qu'il y en a un qui va être le fait de sortir les doigts du cul et de faire les idées, d'arrêter d'attendre, et que dès que t'en as une, tu la testes, elle te fait marrer, t'y vas. Ça, c'est pour la vidéo. Parce que je me suis dit, ça marche pour les deux, en vrai. Et pour l'autre,
Enfin, pour mon chez moi en tout cas. Et l'autre, en fait, j'essaye de rester dans ce délire-là parce qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui font des délires très différents. Enfin, qui s'adaptent beaucoup à la scène sur laquelle ils sont et qui vont faire moins d'absurde sur scène parce que c'est peut-être plus risqué. J'essaye de transposer ce que je fais en vidéo sur scène à ma manière, mais de façon toujours aussi assumée parce que sinon je sais que je rentrerais dans une case qui est pas la mienne, quoi. Enfin, si je me mettais à faire de l'exercice de la punchline, premier degré, etc., de parler des sujets, d'être un grand tchatcheur et tout, même si c'était bien, je sais que ce serait moi mon délire. Et ça m'a toujours intrigué de devoir assumer mon délire face à un public palpable et physique. Parce que quand tu fais des vidéos, les réactions, tu les as pas, enfin, tu les vois pas, quoi. Ouais. En direct. Et du coup, tu sais, des fois, quand une vidéo elle fonctionne pas, genre, qu'est-ce que ça fait de bider en vidéo en fait, parce que moi, j'ai aucune idée de ça, tu vois. Ça fait. Ouais, tu le sais, ouais. Ça fait que. Elle fait carrément. C'est plus en termes de chiffres. Elle fait carrément moins de vues, tout simplement. Parce que moi, je comprends pas le système des vues en vidéo. Parce que, genre, pour moi, je me dis, s'il y a des gens qui me suivent, ils vont cliquer sur la vidéo et après, ils vont être déçus, mais ils vont avoir vu avant d'être déçus, tu vois. Genre, comment ça se fait qu'il y ait plus de vues sur certaines vidéos et pas sur d'autres? Je sais que la raison, elle peut être un peu simple, genre, les gens, ils vont partager ou les gens, ils vont revoir le truc, mais je me dis, Sur TikTok ou sur Instagram? Sur TikTok, Instagram, YouTube. Je crois qu'il y a un algorithme qui fait que TikTok, c'est soit au début que ça prend, soit ça prend pas, et que, en gros, il y a un peu un délire de tant de pourcentage qui est établi, qui va décider, au vu des premières réactions, si ça va être balancé à plus de comptes ou si, bon bah non, on va clore ton affaire au bout de. Et c'est vraiment représentatif de la qualité de la vidéo, ça? C'est représentatif de la réaction globale, donc pas vraiment. C'est représentatif de si. Vraiment, si tu fais une vidéo, tu dis tu vois sur mon doigt et qu'il y a t'es tombé sur 3 personnes qui sont clientes Ouais. quand ça a été envoyé au pif sur la toile, là ça peut partir beaucoup plus loin que ce que tu penses, alors que en fait vraiment c'est une question de timing, hein. Je pense que c'est plein de vidéos, si elles n'avaient pas été partagées au même moment, elles n'auraient pas le même effet. Mais alors, moi j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que tu publies pas, genre pourquoi est-ce que les gens publient pas plusieurs fois la même vidéo en disant bon bah là ça Il y se en a trouve, qui font ça, il y en a qui se disent, il y en a, Ah ouais il y en a plein qui se disent ouais, elle a pas marché comme je voulais, je la supprime, je la remets demain. Ah ouais. Je crois qu'ils font ça, ouais. Il y en a qui refusent que leur vidéo ne soit pas vue et qui du coup luttent quoi qu'il arrive. Ah putain, je pensais que j'avais hacké le système avec mon idée. Non, moi j'ai jamais. Après, tu reçois jamais, contrairement à YouTube, tu reçois jamais d'insultes sur ces réseaux-là. Jamais tu reçois des mecs qui disent ouais, c'est de la merde. Genre sur TikTok, ça s'insulte pas. En fait, ouais, non, ils ont pas le temps de voir que ça leur plaît pas et juste ils passent à autre chose. Juste ils regardent pas, quoi. Ah putain. Si, tu peux avoir toujours 2-3, va te faire foutre, mais. Enfin, va pourrir avec ta vidéo, mais non, pas autant que sur YouTube. Là, vraiment, les gens ne savent pas si ta vidéo c'est de la merde parce qu'elle est moins regardée. Et comme sur Instagram, hein, quand les gens ils aiment, ils partagent. Quand ils aiment pas, tant pis, ils scrollent, quoi. Mais ils ont plus le temps à consacrer au hating, comme on dit. Ok. Mais tu sais, tu sais plus ou moins si t'as bidé par rapport à. Par rapport à d'habitude, quoi, à un post habituel. Après, c'est une question de timing aussi, hein. C'est sûr que si tu balances un dimanche, un samedi soir, tu mets pas toutes tes chances de ton côté. Ok, je vois. Mais c'est pas que ça, il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'heure de diffusion, que non. Si une vidéo mérite d'être vue, elle mérite d'être vue et elle est vue, quoi. Ok. Tu pourras supprimer ça parce que c'est faux. Parfois, non, je dis ça, mais non, j'ai tellement dit, je comprends pas que des contenus marchent pas plus que ça. Quand je vois des potes, des machins, développe sur la contradiction que tu viens d'avoir. Parce que ça peut être intéressant, genre le fait de. Non, je vais dire en général, normalement, c'est une vidéo. Enfin, une vidéo aura toujours le succès qu'elle mérite, mais j'ai toujours dit son contraire, donc je sais même pas pourquoi je viens de dire ça. Il y a une espèce d'injustice pour les gens qui démarrent de nulle part, mais qui ont tellement de choses à raconter, de blagues à faire, qu'ils n'auront jamais la force nécessaire pour pouvoir s'exprimer à un public de plus en plus large. Et c'est très frustrant, quoi. Parce qu'il y en a à l'inverse qui font un peu du réchauffé, pour rester courtois, et qui eux sont mis sur un piédestal parce qu'ils font partie, parce qu'ils connaissent les bonnes personnes, ou que bon, pour des raisons qui me sont vraiment étrangères, sont mises sur un piédestal dans la société, comme toutes les personnes de télé-réalité. C'est ouf, hein. Il n'y a pas une meuf de télé-réalité qui a moins de 2 millions d'abonnés, c'est incroyable.
Ouais, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Qu'elle soit. Ok. Non, enfin, côté où moi je crois pas forcément en mérite, tu vois. Ouais. Genre, c'est une chance. Et je me dis. En fait, c'est plus mon rapport au succès où avant j'étais pas du tout d'accord avec les gens qui me disent ouais, si ça marche, c'est que c'est bien, tu vois. Genre, par exemple, je prends souvent l'exemple de la musique de Jul, où j'ai mis un temps avant de la comprendre. On me dit ouais, mais Jul, moi j'étais en mode Jul, c'est de la merde. Et les gens me disent bah non, regarde, ça fonctionne, c'est que c'est bien. Et en fait, c'est en évoluant que j'ai compris que je mettais pas les bons critères d'évaluation sur la musique de Jul. C'est comme, tu sais, j'arrive, moi je suis expert en gâteau au chocolat, je mange des spaghettis bolognaises et je fais mais non, le gâteau là il est pourri. Il n'y a pas de chocolat dedans, il n'y a pas de farine. Et on dit, oui, d'accord, mais c'est des spaghettis bolognaises, c'est normal, et c'est très très bon, ces spaghettis-là, tu vois. Du coup, je me dis, s'il y a plein de gens qui aiment la télé-réalité, qui suivent ces gens-là, bon, il doit y avoir un peu côté arnaque, scam, culte de la personnalité qui est un peu malsain, je suis d'accord. Ouais. Mais je pense que ça fait beaucoup plus de bien que ce mal. que moi je peux voir, et que c'est juste, ouais, je suis pas apte à voir le bien que ça provoque. C'est. Bah après, c'est plus. Voilà, c'est la télé-réalité. Moi aussi, j'en ai bouffé pour déconner, mais après, ça devenait. J'ai compris comment on pouvait être accro à ça, parce que ça se regarde comme une série en fait. Mais après, on est juste en train de regarder des animaux en cage qui sont payés à se taper dessus, à se faire n'importe quoi, et j'ai vraiment l'impression que la production jette des sardines dans une cage où les gens n'ont fait que ça toute leur vie, d'être payés à aller se foutre sur la gueule dans des villas, quoi. C'est un peu, voilà, c'est le résumé que j'en fais, évidemment un peu grotesque, mais c'est la vérité. C'est le business qui fait que plus c'est du show impudique et mais mine de rien qui peut susciter le voyeurisme dans le commun des mortels. Bon bah oui, ça marche, ça cartonne, mais bon bah il y a plein de choses qui marchent dans ces cas-là aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'en reproche pas aux gens non, évidemment, moi si ça marche, il faut pas avoir le seum que quelque chose qui te parle pas fonctionne. Ouais. Par contre, il faut avoir quelque chose à raconter en face, quoi, plutôt que juste se mettre dans son coin. De ouf. Mais ça me fout le seum pour ceux qui essaient de raconter des choses et qui, eux, ne sont pas considérés à leur juste valeur. Et je peux penser à plein de youtubeurs que je regardais à l'époque qui parlaient, mais que ce soit des mecs qui voulaient vulgariser l'histoire, etc., qui parlaient de plein de sujets tellement intéressants, mais qui étaient tellement mis en bas de l'échelle parce que ce que voulaient les gens, c'était se marrer en grande partie. Ouais, mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est eux que. Pour moi, c'est la vulgarisation qui règne sur YouTube à ce moment. Mais sauf que maintenant, il y a eu un revers de la médaille où il y a énormément de vulgarisateurs, je sais pas comment on les appelle, qui en vivent et qui sont aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est juste. Qui sont une énorme référence pour les jeunes. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Non, il y en a qui malheureusement ont toujours galéré, ça fait de la peine parce que il y avait vraiment pas de quoi. Enfin, il y avait pas de raison que ça ne marche pas, et c'est ce que j'ai jamais toujours compris dans la répartition du mérite sur internet. Je comprends. Mais bon. Merci. Non, j'ai réfléchi encore à ce que je veux dire sur le sujet. Que oui. Se poser cette question, si quelqu'un veut se lancer où que ce soit, se poser ce genre de questions, ça sert à rien parce que. Arrêtez de vous poser trop de questions, même si c'est le titre du podcast. Bah justement, ah putain, c'est le titre. En fait, avoir te poser la question comment faire marcher une chose, elle marchera pas. En fait, alors que si tu as engagé tout ce temps à la faire, la chose, plutôt que de demander comment c'est possible qu'elle marche, comment faire en sorte qu'elle parle à tout le monde, bah t'auras tes réponses un peu plus vite, quoi. Que si t'as cogité dans ton coin, plutôt que de fermer ta gueule et de faire. Voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ok. Merci, Elliot. Mais merci à vous. Envoyez le jingle. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels, et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.